Monsieur le député maire, cher Édouard Philippe, Monsieur le Président, cher Jacques, Mesdames et Messieurs les ministres, chère Laetitia Moratti, Mesdames et Messieurs, venir au Havre, vous m'y avez invité, cher Édouard, c'est regarder le passé, c'est vivre le présent et c'est contempler l'avenir. Le Havre, c'est en effet ce grand port qui, depuis des siècles, a tant compté pour la France et compte toujours puisqu'il est, en effet, le premier port. C'est le point de départ de grands voyages, de nombreux échanges avec le monde. C'est une ville qui a aussi prouvé à toute la France qu'il était toujours possible de se relever au point d'intégrer désormais le patrimoine mondial de l'humanité. Le Havre, c'est également cette ville dont certains voudraient qu'elle devienne le prolongement du Grand Paris sur la mer. Et parmi les élus franciliens et normands, je n'en doute pas un seul instant, cette idée suscite de grands débats. Mais les ports, notre façade maritime, représentent un enjeu majeur dans la globalisation. J'étais il y a 48 heures à Hambourg et nous voyions bien que là se bâtit une partie de notre concurrence et de notre capacité précisément à penser l'avenir. Merci, cher Jacques, pour votre invitation. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, et très souvent d'ailleurs, c'est de prendre un peu de hauteur pour toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités passionnantes, méprenantes, s'arrêter un instant, prendre du recul, écouter celles et ceux qui pensent notre monde est toujours un moment précieux. Et j'ai beaucoup de plaisir à être ce matin parmi vous, même si, au vu de l'actualité, des rendez-vous que j'ai, ce moment sera bien sûr trop court. Ce forum nous invite à réinventer, à porter notre regard plus loin, à nous interroger sur le sens de ce que nous entreprenons. Et ce forum nous incite aussi à laisser de côté, est-ce possible, le pessimisme pour réhabiliter l'avenir. Quel défi! C'est un beau défi auquel vous nous invitez. Un défi d'ampleur car nous continuons de faire face à la fois à la mutation du monde et bien sûr à la crise économique. Une crise profonde qui dure depuis 2008, née de la crise financière qui nous venait d'outre-Atlantique. Une crise, c'est la définition, c'est d'abord un moment très difficile. Nous le voyons tous les jours. Croissance insuffisante, entreprises qui peinent à maintenir leur activité, chômage de masse auquel nous nous sommes habitués, désespoir qui gagne du terrain. Une crise, c'est aussi une rupture d'équilibre. Ce qui valait avant, ce qui semblait fonctionner, un modèle, un art de vivre, une manière de vivre ensemble, est remis en cause. Et à cette crise économique propre à notre pays, propre à l'Europe, alors que la mutation s'est emparée du reste du monde, s'ajoutent bien sûr tous les défis sociaux, écologiques, géopolitiques que nous connaissons. Cette crise globale, ces mutations, nous invitent à tirer des leçons pour l'avenir et à repenser notre rapport à l'économie, à la production, à l'environnement, et à repenser aussi notre rapport au temps. Cette question du temps est centrale, car à l'origine de la crise que nous vivons, il y a aussi, Jacques Attali le disait un instant, un système qui privilégie les résultats et le profit immédiat. Je crois profondément que face à cette dictature généralisée de l'urgence, qui saisit l'économie, mais aussi notre système médiatique, et politique, nous devons réhabiliter la réflexion, le temps long, dire aux citoyens où nous allons. Le rôle des décideurs, des intellectuels, des politiques, c'est précisément de réfléchir au temps long et d'indiquer où nous allons. Nous sommes coincés par des logiques d'immédiateté. Elles jugent le passé dépassé et l'avenir trop lointain et donc
trop abstrait. Nous trouvons ainsi enfermés dans ce qu'on pourrait appeler la nasse du présent, comme si la lenteur dont Kundera fit l'éloge était devenue une pathologie sociale à combattre, une faiblesse à éradiquer. La réhabilitation du temps long est une œuvre gigantesque. Bien sûr, gouverner, c'est s'occuper du présent, gérer les urgences, traiter les problèmes. J'ai mon lot, vous l'avez compris. C'est tout faire pour avoir des résultats ici et maintenant, tout de suite. Sinon, vous avez échoué. Mais c'est aussi préparer l'avenir et avoir le courage d'assumer que certains choix, certaines réformes ne porteront leurs fruits que plus tard. Et on sait bien que les grandes décisions structurantes ne produisent leur effet que sur le moyen et long terme. Je reprends la phrase de Jacques Attali, « S'occuper du long terme, sinon celui-ci s'occupera de nous ». Je suis le Premier ministre de la France et j'ai la charge, sous l'autorité du Président de la République, de conduire la politique d'un pays qui, pendant trop longtemps, quels que soient d'ailleurs les gouvernements et les majorités, a valorisé les résultats et les bénéfices immédiats plutôt que la construction de son avenir. Pourtant, ce n'était pas sa tradition, grâce à un État fort, puissant, qui était capable de penser l'avenir. Mais un seul exemple, depuis 40 ans, de manière continue, la France a fait le choix d'aggraver les déficits, de creuser la dette, qui est l'un des grands dossiers auxquels nous sommes confrontés, repoussant donc la charge sur les générations futures. J'ai la faiblesse de penser que si vous m'avez invité, cher Jacques, c'est parce que mon gouvernement est attaché, je vais essayer de le démontrer, aux principes que vous défendez. Il a en effet placé le long terme et les réformes au cœur de son action. Semer aujourd'hui pour récolter demain, c'est un principe de bon sens. J'étais, il y a quelques heures, quelques jours, en Allemagne, un pays dont on loue beaucoup ces temps-ci la réussite économique, bien sûr, un pays précisément qui a su semer patiemment. J'ai pu constater que la situation économique actuelle de l'Allemagne doit énormément aux réformes mises en place il y a 10 ans. Elle contribue aujourd'hui à la force de l'économie de notre principal partenaire. Mais ce pays est aussi confronté à des défis de taille. Bien sûr, son rapport avec l'Union européenne, les autres pays de l'Europe, qu'elle doit prêter attention. Mais je pense, par exemple, et d'abord, au vieillissement de sa population, ou encore à une transition énergétique ambitieuse, mais rendue difficile du fait de son coût et aussi de réseaux encore insuffisamment développés. Les réformes entreprises cependant hier par l'Allemagne ne sont pas adaptées à la France d'aujourd'hui. Les contextes, les cultures, les économies sont différentes. Mais à l'image de ce qu'elle a su faire, et sans oublier ceux qui aujourd'hui souffrent de la crise économique, je crois que l'action que nous menons doit aussi s'inscrire dans le temps long pour apporter les changements profonds au bénéfice de tous. C'est le cas, et j'en dirai un mot seulement, pour ce que l'on appelle le pacte de responsabilité et de solidarité. Il est l'exemple même d'une politique d'avenir. Le pacte vise à redonner de la compétitivité à nos entreprises, à réamorcer la croissance, permettre l'investissement. C'est un préalable indispensable à la création d'emplois. Redresser une entreprise, la renforcer afin qu'elle puisse mieux affronter la compétition mondiale, retrouver des marges, ça ne se fait pas en quelques jours. C'est pourquoi il est important d'offrir de la visibilité aux acteurs économiques et de tenir bon sur ce cap. Aider les entreprises, 40 milliards de soutien pour baisser le coût du travail en 3 ans, c'est un choix stratégique que nous avons fait. Et c'est un choix de long terme. Et il faut s'y tenir. La réforme territoriale est également un choix qui doit s'inscrire dans la durée. Le constat des faiblesses de notre système est partagé par beaucoup. Cependant, depuis de trop nombreuses années, aucun gouvernement n'a eu le courage de s'attaquer sérieusement à l'empilement des échelons administratifs.
Ils nuisent beaucoup à l'efficacité de nos collectivités locales et à la lisibilité de l'action publique. Ce gouvernement, ça n'a pas toujours été facile, s'est attelé à la tâche. La nouvelle carte des régions a été votée à l'Assemblée nationale, faisant passer leur nombre de 22 à 13. Des régions plus grandes et plus puissantes. Des conseils départementaux revisités, il faudra aller le plus loin possible dans ce domaine-là. Des intercommunalités, des agglomérations renforcées, vous avez ce débat ici au Havre. Voilà qui doit contribuer à adapter la France à la modernité et à répondre aux préoccupations quotidiennes des Français, même s'il n'est pas facile à la fois de bâtir de grandes entités et de répondre à cette demande pressante de proximité, mais aussi de protection. Et le sentiment d'abandon que connaissent beaucoup de nos compatriotes, de nos concitoyens, joue un rôle important dans la rupture de confiance que nous connaissons dans notre pays, mais aussi, et ce n'est pas vrai qu'en France, dans la montée des populismes. Il n'est jamais simple de réformer. D'ailleurs, le mot même « réformer » fait peur. Mais être un responsable public, c'est vouloir, c'est assumer et c'est pouvoir. La politique n'est pas un spectacle vivant où il faudrait à tout prix produire de l'effet dans le seul but de rester sur scène. Non, la politique, c'est l'engagement d'une vie, c'est l'exercice d'une responsabilité qui doit s'exercer dans le calme et avec la sérénité, avec sens de l'État et avec détermination. S'il faut braver l'impopularité, l'incompréhension, à partir du moment où on croit à ses convictions, on a le sens de l'État, où on abandonne, et c'est tellement présent dans le débat public, un narcissisme qui dégoûte nos concitoyens de la politique, alors on peut avancer avec cette détermination. Et moi, je ne me résigne pas à cette caricature d'une France incapable de se réformer, incapable de changer, incapable d'innover. Quand je rencontre les chefs d'entreprise et les responsables qui travaillent ensemble sur les 34 plans de la nouvelle France industrielle, je me dis que notre pays a beaucoup d'atouts et que notre devoir, c'est de les encourager. Nous avons trop longtemps abandonné la politique industrielle, faute de choix, faute de priorité, faute d'un cadre clair. Il était plus que temps d'identifier et de soutenir les créneaux porteurs, ces secteurs d'avenir, parce qu'une politique industrielle, ça n'est pas sauver à tout prix des secteurs de l'industrie qui seront dépassés par les évolutions technologiques, par le caractère même de la globalisation économique, par les effets de l'émergence de grands pays. Mais nous avons des créneaux porteurs, ces secteurs d'avenir pour lesquels la France a des cartes en main. L'action de mon gouvernement, c'est aussi, prenons un de ces secteurs, et le mot est faible, la transition énergétique et la croissance verte. Les objectifs sont fixés. Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et abaisser de 50% notre consommation énergétique à l'horizon 2050. C'est un choix évidemment fondamental. S'il fallait en retenir un, c'est bien sûr celui-ci. Parce que la transition environnementale, voilà un enjeu de long terme par excellence. C'est d'ailleurs, pardon de la banalité du propos, le plus grand enjeu que nous ayons à l'échelle de la planète, car il touche même à l'avenir même de l'humanité, aux ressources pour pouvoir vivre. Et donc jamais l'urgence n'a été aussi pressante. Elle nous intime l'ordre de repenser profondément notre rapport à l'environnement et à nos ressources naturelles. Nous faisons nos choix. Un texte de loi va être débattu dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Il sera présenté par Ségolène Royal. Il fait des choix d'un mixte énergétique. Nous avons fait le choix, contrairement à d'autres pays, contrairement à nos voisins allemands, de garder la filière nucléaire, qui va représenter 50% de la production électrique à l'horizon 2025-2030. C'est une filière d'avenir. Il faut d'ailleurs la repenser, puisqu'il faudra réfléchir à une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Mais en même temps, il y a un mixte. Et ici, au Havre, face à la mer, face au grand large, vous savez ce que cela peut représenter pour toute la Normandie que d'investir dans les énergies renouvelables. La question du réchauffement climatique est cruciale, car elle porte en elle des phénomènes météorologiques
extrêmes et des risques sans précédent de catastrophes naturelles. Il suffit de regarder aussi la montée des mers qui peuvent faire disparaître des pays et donc des populations. Nous devons ainsi prendre au niveau international les décisions qui s'imposent. On en discute au moment où nous parlons aux Nations Unies. La France accueillera à Paris, fin 2015, la grande conférence sur le climat. C'est là une immense responsabilité. Et elle agira avec détermination pour que tous les pays s'engagent. Cette transition environnementale, c'est aussi un formidable moteur de développement pour nos économies, avec de nouvelles filières, de nouveaux métiers. Nous devons en saisir toutes les opportunités. Elle nous permet aussi de revoir, dans le long terme, notre fiscalité. Et je ne doute pas que vos débats, vos réflexions seront très utiles. En tout cas, la génération qui aujourd'hui gouverne a la responsabilité d'engager le pays, la France, mais de peser dans le monde pour préparer l'avenir, parce que là, nous pensons l'avenir de la planète. L'action de mon gouvernement, et pourquoi ça ne concernerait que le gouvernement, c'est bien sûr l'économie numérique. Le terme de révolution que l'on emploie souvent se justifie pleinement. Le numérique, c'est la troisième grande révolution industrielle et elle vient bouleverser profondément notre rapport aux distances, au temps, notre rapport à l'autre, aux choses, au savoir, à la culture. Et comme toute grande révolution, ceux qui en sont exclus se trouvent rapidement à la marge de la société, à la marge du monde. Une des grandes priorités doit donc être de lutter contre cette fracture numérique. Dans le cadre, soyons précis, du plan très haut débit, le gouvernement investit 7 milliards d'euros pour le développement des réseaux de qualité sur l'ensemble du territoire. Nous voulons favoriser l'accès de tous au numérique, sur le plan matériel, bien sûr, mais aussi dans l'apprentissage des pratiques. C'est pour cela que nous soutenons les initiatives locales de médiation. C'est aussi pour cela que nous lançons un grand plan pour le numérique à l'école, comme l'a annoncé il y a quelques jours le président de la République, mais qui doit être adapté. Il ne s'agit pas de lancer des grands plans comme on en a lancé par le passé, qui doit être adapté à la pédagogie, à la formation des enseignants, au fait que les enfants, les jeunes sont déjà totalement dans ce monde du numérique, savent l'utiliser. Et donc la question de la pédagogie, de la transmission des savoirs à travers le numérique est la question sans doute essentielle. Mais le numérique doit aussi changer, bouleverser notre administration, l'État, les collectivités territoriales, parce que c'est ainsi qu'aujourd'hui cela fonctionne. Je me rappelle d'un débat avec des élus sur la réforme de la carte territoriale et un maire d'un tout petit village dans un secteur rural, c'était dans la région Auvergne, me disait « mais voilà un formidable moyen pour lutter contre ce sentiment d'isolement que nous connaissons ». Et puis, nous devons faire de la question du numérique un point clé de notre action avec nos partenaires européens, pour que les prochains géants de l'Internet, et j'espère qu'il n'est pas trop tard, soient français, allemands, italiens. Nous devons construire le marché unique du numérique. Il permettra aux start-up qui se créent aujourd'hui dans l'un des pays membres de s'attaquer demain directement à un marché d'ampleur continentale. Et c'est au niveau européen que nous devons établir des règles communes pour garantir la libre concurrence et éviter l'abus de position dominante de Google ou d'Amazon. C'est notre souveraineté qui est en jeu, mais c'est bien plus. C'est notre culture et notre diversité. Moi, je sais que nous vivons dans un monde global, ça ne sert à rien de le nier. Cela représente des opportunités, mais bien sûr aussi des risques. Une partie de nos concitoyens se sent exclue, se sent victime de cette mondialisation. Mais je ne prendrai jamais l'enfermement sur nous-mêmes, sur nos frontières, car je sais que comme les marchandises, aujourd'hui, l'information court sur le réseau. Mais ce qui est en jeu aussi, c'est donc notre culture et notre diversité. L'intégration dans un réseau mondial ne peut pas remettre en cause la conception française et européenne. Je pense que c'est même une question de civilisation, du droit à la vie privée,
à la protection de cette vie privée comme des données, donc, le droit de notre exception culturelle, ou tout simplement à la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, pour ceux qui exercent les responsabilités publiques, cette contradiction entre les exigences de l'immédiateté et les contraintes du long terme constitue, je vous le disais, je le répète, un formidable défi. Il faut savoir le comprendre, mais également le dépasser. Nous avons à l'évidence besoin de redonner à notre pays une perspective temporelle, d'inscrire le présent dans une démarche d'avenir. Cet avenir, ce ne sera plus celui des grandes utopies abstraites. Elles ont fait tant de mal depuis plus d'un siècle. Des utopies ou des idéologies parfois totalisantes, totalitaires. Cet avenir, il faut le reconstruire en partant du présent. On a besoin d'utopies et d'utopies concrètes, en repartant du réel. Et pour y parvenir, nous devons avant tout, chaque fois que nous prenons une décision, nous interroger sur les conséquences pour les générations à venir. C'est la seule question, au fond, qui vaille pour aujourd'hui un responsable public. Nous connaissons tous le principe de précaution dont l'ambition est de prévenir une prise de risque excessive et irréversible. Peut-être devrions-nous inventer autre chose. Ce pourrait être le principe d'avenir, cher Jacques Attali, un principe qui garantirait les intérêts des générations futures dans tous les choix publics. Et dans cette perspective, l'économie positive a un rôle décisif à jouer, notamment dans la définition de critères. Tous les chantiers que nous ouvrons, toutes les réformes que nous engageons, c'est pour améliorer le quotidien des Français. Et je connais comme vous leurs attentes. Elles sont grandes, elles sont légitimes. Mais ces chantiers, nous les ouvrons également en ayant en tête la France de demain et celle d'après-demain. C'est ce souci des prochaines générations qui a inspiré à François Hollande l'initiative « Quelle France dans 10 ans ?» Cette réflexion menée par Jean Pisani-Ferry vise à définir une stratégie pour la France à l'horizon de la prochaine décennie. C'est peut-être un peu court, il faut peut-être aller encore plus loin. C'est un travail de longue haleine qui porte sur l'avenir de notre modèle de production, de notre modèle social ou encore la soutenabilité de notre modèle de croissance. Ce travail, il faut le faire pour affronter un monde en plein bouleversement, un monde pour lequel la France devra renforcer sa place pour peser. La France, Monsieur le maire, vous le disiez, en parlant du Havre, s'est notamment construite grâce à son ouverture au monde, à sa capacité à accueillir et à intégrer de nouveaux arrivants. C'est l'un des débats les plus difficiles à mener aujourd'hui, parce qu'il est confisqué par les extrémismes, par l'extrême droite. Dans un monde qui, dans 10 ans, comptera plus de 8 milliards d'habitants, dont seulement 500 millions d'Européens et 70 millions de Français. Réguler l'immigration continuera d'être indispensable. Mais n'oublions jamais combien cette immigration est aussi une chance, combien elle permet à des femmes et des hommes venus des 4 coins du monde d'apporter leur talent, leurs compétences, leur énergie. La force de la France dans la mondialisation, ça a été souvent, et ça doit le rester, sa capacité à faire vivre en son sein la diversité des origines et des cultures, à condition évidemment de se rassembler toujours autour de nos principes fondamentaux, de nos valeurs, de dépasser ces origines sans les oublier pour être plus forts ensemble. Mais le monde va changer, et puisque vous nous invitez à réfléchir, la France va se transformer, elle se transforme déjà à travers l'apport de ces différentes origines. D'où les questions sur notre modèle, multiculturel ou non, comment nous vivons ensemble dans une société qui sera encore davantage métissée. Et ces questions, nous devrions être capables de les aborder de manière apaisée, faire de l'immigré, faire de l'autre, le bouc émissaire permanent, le responsable de nos difficultés, non seulement est contraire à nos principes, à nos valeurs, mais nous empêche surtout de réfléchir demain. Dans 10 ans, notre monde comptera dans ses rangs de nouveaux pôles qui s'imposeront par la puissance économique, c'est le cas déjà, la puissance militaire, et souvent par la combinaison des deux, d'ores et déjà, les pays émergents et largement émergés déjà, la Chine, l'Inde ou le Brésil, même si ces pays ont évidemment aussi leur
faiblesse. Ces pays contribuent à la création de la moitié de la richesse mondiale. C'est un fait historique et politique tout à fait inédit, car cette part n'était que de 30% il y a 20 ans. Mais derrière cela, au fond, des questions se posent. J'y reviendrai. Quel rôle pour l'Europe va-t-elle sortir de l'histoire? Et puis, quel modèle de société? Est-ce que l'économie de marché, la puissance militaire et des pouvoirs forts, pour ne pas dire des dictatures, aujourd'hui correspondent au modèle de société que nous voulons pour demain? Non, bien sûr. Donc la question démocratique, elle est tout à fait essentielle. Et puis je veux insister dans cette réflexion sur le fait que le grand continent de demain, pour nous, ce sera bien évidemment l'Afrique. Je n'oublierai pas ce qui se passe en Asie ou en Amérique latine, mais pour des raisons historiques, culturelles, l'Afrique est pour nous, Français et Européens, le grand défi de demain. Elle a pour elle une démographie très dynamique, des populations de mieux en mieux formées, des ressources naturelles, un stock important de terres cultivables, mais aussi progressivement des infrastructures. Les grandes entreprises, les investissements internationaux y sont de plus nombreux. Bien sûr, la guerre, les épidémies, problèmes de santé, la malnutrition, l'accumulation de populations venant terres rurales dans les grandes villes posent des défis majeurs à ce continent. Mais l'Europe et la France, par ces liens historiques, géographiques, doivent savoir s'inscrire dans une nouvelle relation de partenariat avec le continent africain. Et nous avons des atouts, l'histoire, même s'il faut en rien oublier les pages sombres, des entreprises présentes, mais qui ne doivent pas se sentir en terrain conquis. Le lien à travers les migrations, c'est une chance, et je pense à l'accueil des étudiants africains, quel que soit leur pays d'origine, ici en France, et nous faisons de plus en plus, et nous avons retrouvé d'ailleurs cette capacité à accueillir des étudiants formés, diplômés dans notre pays. Il y a un changement majeur, il suffit de voir l'évolution à venir, par exemple, de la Cité internationale de Paris, qui va bientôt accueillir pavillon de la Corée, demain celui de la Chine, et où nous accueillons ces étudiants qui viennent de tous les pays du monde. Mais nous avons un formidable atout majeur qui, dans le monde, va peser. Et Jacques Attali l'évoque souvent, c'est la francophonie, c'est la langue. Nous avons, grâce à notre histoire, cette chance. Et quand demain des millions et des millions d'Africains parleront encore davantage le français, cela pèse dans le monde, dans les échanges économiques, politiques, mais aussi culturels, face à la domination du monde anglo-saxon. C'est un modèle là derrière. Et donc, il faut être présent, malgré les risques, malgré les difficultés, en Afrique. Dans 10 ans, notre monde connaîtra de nouveaux périls, mais également de formidables opportunités. Au rythme où se transforment nos économies, certains métiers peu développés, voire inexistants aujourd'hui, seront essentiels demain pour produire les richesses. D'autres disparaîtront. Il nous faut donc anticiper, identifier les métiers d'avenir et former notre jeunesse. Au plan individuel comme à l'échelle nationale, tout l'enjeu pour nous, Français, est de percevoir les opportunités et de savoir les exploiter. Et donc c'est le défi de la formation, de notre système universitaire, de l'école, qui doit être la priorité des priorités, de la formation tout au long de la vie, de notre système de formation professionnelle qu'il faut revisiter. Je m'engagerai dans ce domaine-là comme dans bien d'autres. L'apprentissage, les formations aux métiers de demain, dans tous les domaines. Et donc votre contribution, votre réflexion sur ces sujets-là me paraît tout à fait essentielle. Il faut donc reprendre confiance en nous. Devenons positifs si on peut. Et je sais que c'est difficile, et le chef du gouvernement qui vous parle peut percevoir ce propos comme iconoclaste, et en tout cas, je n'espère pas comme une provocation. Mais devenons optimistes pour l'avenir. Quand je vois des enquêtes d'opinion qui expliquent que nous sommes plus pessimistes que les Afghans ou les Palestiniens, au vu de ce qu'ils connaissent comme difficulté, nous voyons bien ce qui se passe au fond dans ce qu'on appelait proprement la vieille Europe.
la peur de sortir de l'histoire, la peur de réfléchir l'avenir, de le construire. Mais nos talents sont nombreux, notre créativité indéniable. Nous en avons souvent parlé avec Jacques Attali, grâce à l'action qui est la sienne dans les quartiers populaires. Nous avons cette jeunesse qui est une chance, et notamment la jeunesse de nos quartiers populaires. Capacité de créativité, d'inventivité, de s'en sortir, et plutôt de désigner la jeunesse de France comme un problème. Disons-lui simplement que c'est la solution à nos problèmes, à condition de lui faire confiance, à condition de la former, à condition de la préparer à l'avenir, à condition aussi de lui donner des responsabilités partout, à condition de lutter contre les discriminations, contre ce plafond de verre qui donne le sentiment, contrairement à ce que la France a toujours été, qu'on ne peut plus progresser, que des élites s'accaparent le pouvoir et qu'aujourd'hui les enfants des classes populaires, des couches moyennes, n'ont pas la possibilité d'accéder au savoir et aux responsabilités. Il faut que la société française se débloque, s'ouvre. Nous avons donc des atouts, des infrastructures de grande qualité, une main-d'œuvre inventive et qualifiée. Tout est devenu bien sûr plus complexe, plus difficile. On nous le dit d'ailleurs tous les jours, donnant un sentiment d'impuissance. Mais rien n'est hors de notre portée. Mesdames et messieurs, cette redistribution des pouvoirs dans le monde doit nous conduire à repenser notre place, celle de la France, je viens de le dire, mais aussi, surtout, celle de l'Europe. Quels sont les objectifs de ce destin commun que nous nous sommes donnés, de cette union que nous avons créée? S'unir pour peser sur la marche du monde? Bien sûr, je le crois. S'unir pour préserver notre modèle social? Je le pense. Bien sûr, il s'agit de le réformer, de le réinventer. Cette capacité à protéger qui a fait que nos sociétés européennes aujourd'hui représentent un modèle d'art de vivre qu'on n'a nulle part dans le monde. S'unir pour faire face aux défis majeurs que sont le changement climatique ou la déréglementation financière, je l'espère. S'unir aussi pour combattre le terrorisme, combattre la barbarie qui frappe à nos portes et qui peut nous frapper. Un mot à ce sujet, l'actualité l'exige. Il faut bien sûr agir contre le terrorisme, ici en Europe, mais aussi dans ces zones grises, au Moyen-Orient où les filières forment des combattants. Nous devons le faire pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Et nous devons le faire parce que c'est une réflexion que je porte depuis longtemps, et qu'il faut traiter directement. Nous devons le faire pour venir en aide aux premières victimes des islamistes, c'est-à-dire à ces millions de musulmans soumis à la terreur, en Irak, en Syrie ou ailleurs, et à tous ceux qui souffrent, c'est vrai en France et en Europe, de voir leur religion associée aux pratiques les plus abjectes. L'islam est une religion de tolérance et d'ouverture. Elle a brillé à travers les siècles. Et le grand défi qui l'attend, et elle en a toutes les ressources, c'est de faire aux yeux du monde la démonstration de sa compatibilité avec la démocratie. Et c'est un défi majeur et un magnifique défi pour l'Europe et pour la France, qui compte plusieurs millions de musulmans. L'islam est la deuxième religion de notre pays. Nous devons en parler, aider les musulmans de France et d'Europe et tous ceux qui, dans le monde, sont engagés contre la barbarie. C'est un défi majeur qui nous concerne partout, en Europe, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, en Chine. C'est un enjeu des décennies qui viennent. Je vous ai livré ce que je crois être les objectifs de l'Europe. Ces objectifs, je crois que nous les partageons à l'échelle du continent. La question est désormais de savoir comment les atteindre, comment refaire de l'Europe un moteur pour la paix et la prospérité. Depuis sa création en 1957, l'Union européenne a écarté tout risque de guerre entre ses membres. Elle a permis la réconciliation entre la France et l'Allemagne, et la réconciliation entre la France et l'Allemagne a permis la reconstruction européenne. Elle a permis aux pays du Sud, dont celui dont je suis originaire, l'Espagne, de pouvoir épouser
la démocratie, la paix et le progrès. Elle a permis aux pays de l'ancien bloc soviétique aussi de retrouver leur histoire, la paix, la démocratie, la liberté, le progrès. Elle a bien sûr jeté les bases d'un marché unique dont la préservation est fondamentale pour nos entreprises. Elle a permis la libre circulation des marchandises, mais aussi et avant tout des personnes. Elle s'est dotée, pour la plupart des pays, d'une monnaie unique qui a su nous protéger des attaques des marchés et en sortir, casserait ce mouvement de l'histoire et briserait notre pays. Mais surtout, l'Union européenne a rapproché les peuples, a créé des liens de solidarité et a ravivé une formidable culture commune. Aujourd'hui, et je pense notamment aux jeunes, au fond, grâce à Erasmus, aux échanges, à l'apprentissage des langues, aux réseaux sociaux, tout cela paraît normal, mais aux yeux de l'histoire, en moins de 70 ans, on a réussi ce que des pays qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles, de grandes nations avec des cultures différentes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, et j'en oublie, sont aujourd'hui réunis, malgré ces différences. Et nous voyons bien que ces différences, elles peuvent renaître. Nous l'avons vu en Écosse, nous le voyons en Belgique ou en Espagne. Mais il faut admettre que malgré tout cela, la construction européenne est en panne, le mot est faible, est en crise. Nous ne parvenons plus à tracer une perspective crédible et enthousiasmante pour les peuples. Plus grave encore, l'Europe suscite le rejet, un rejet dont se nourrissent les populismes. Aller plus loin, relancer l'Europe, c'est aussi au fond se poser la question du partage de la souveraineté. Car si l'on veut plus de solidarité, il faut envisager que les décisions soient prises différemment. Sommes-nous disposés à aller dans cette voie, sur le plan économique, sur le plan de soutien aux entreprises, sur le plan de la mutualisation de la dette? L'Allemagne et la France, et je l'ai répété pendant 48 heures à Berlin et à Hambourg, ont une responsabilité historique. Nous le savons. Les attitudes égoïstes doivent être rejetées. Et cette question est centrale quand on regarde l'avenir de notre continent et celui de la France. Je suis profondément attaché à l'histoire de mon pays, à cette fédération d'États-nations qu'est l'Europe, pour ces raisons historiques que je viens d'évoquer. Mais demain, sommes-nous disposés à aller plus loin, à retrouver une ambition fédérale, à faire en sorte que l'Europe pèse dans le monde? C'est la question que nous devons nous poser. Et quand on porte un projet pour son pays, et quand on veut réfléchir à moyen et long terme, cette question, elle est tout aussi fondamentale que celle de la transition énergétique, que les enjeux liés à la démographie ou aux défis de la francophonie que j'ai évoqués il y a un instant. Mesdames et messieurs, le constat d'un modèle économique à réinventer profondément est largement partagé dans cette salle, mais aussi parmi nos concitoyens, parmi les responsables politiques, syndicaux, associatifs. Les réflexions que vous menez doivent nous permettre de l'envisager, de le construire. Penser le monde qui vient, c'est aussi repenser ses modes de décision. L'époque où le pouvoir, détenu par quelques-uns, procédait d'en haut et innervait les sociétés, est révolue. L'économie positive porte en elle-même cette révolution, la révolution collaborative. Le monde d'aujourd'hui, et plus encore de demain, c'est le monde des réseaux, de l'intelligence collective, de la participation. C'est un monde où les citoyens, plus que jamais, peuvent se saisir des enjeux et faire avancer les choses, parfois au plus près. Et l'ancien maire que j'ai été le sait bien. Il y a une demande de participation. Plus il y a une crise de confiance sur les enjeux nationaux, plus il y a une demande. C'est tout le paradoxe de démocratie, d'action, de participation, de débat, pour se saisir des décisions. C'est un monde où les citoyens, finalement, réfléchissent et agissent. Et dans ce terme forum qui nous rassemble et qui rappelle l'Antiquité, il y a bien sûr quelque chose de très moderne. Je crois d'ailleurs que si l'on interroge les jeunes générations, ce mot forum est bien davantage relié à Internet qu'au lieu d'élaboration de débats d'Athènes ou de la Rome antique. Mesdames et messieurs, réfléchir, c'est évidemment pour un chef du gouvernement un moment passionnant.
Mais je voudrais terminer en m'adressant de nouveau aux jeunes générations. Écoutons-les, car ce sont elles qui dictent nos engagements. Ce sont pour elles que nous avons la responsabilité d'agir aujourd'hui et pour demain. Et à la place qui est la mienne, je suis convaincu qu'à travers ce type de réflexion, en épousant le temps long, en essayant d'éviter la dictature du court terme, nous sommes capables de repousser nos frontières, d'inventer de nouvelles frontières et en tout cas de bâtir une nouvelle France dans un nouveau monde. Bon forum à vous toutes et à vous tous.